Ah, et je fais partager l'écran. Non, pas toi. Ah non, Donc, tu dis autorisation à partager. Et c'est un bon, vas-y, fais la même chose. Eric, Non, mais laisse quelqu'un qui sait faire. plusieurs, voilà, mais plusieurs participants. Voilà. Voilà. Donc, normalement, tu dois pouvoir. Et je sais un peu l'utiliser. Voilà, donc c'est bon, tu peux partager? Ouais. Essaye. Pour l'instant, non. Attends, ça va pas tarder à marcher, je pense. Ici, on voit ton écran. Oui, mais justement, c'est ça. C'est pour ça que je dis ça. C'est ça le drame. Euh, alors, partager. Voilà, partager. Est-ce que vous voyez quelque chose? Bah, on te voit un écran noir. Non, non. Ah, voilà, ça y est, c'est bon. Allez, donc on est très heureux d'accueillir le professeur Alimi de Tours, qui, à la tête de l'étude Matrix, a une base de données tout à fait passionnante sur les microangiopathies thrombotiques actuelles, enfin l'épidémiologie et plein d'autres choses. Et là, aujourd'hui, il a décidé de nous parler des nouvelles données épidémiologiques sur les microangiopathies thrombotiques. On est très content et on t'écoute. Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup à tous et désolé de mon retard. Et c'est vraiment de ma faute parce que j'étais persuadé, d'ailleurs je l'ai noté, que c'était à 14 heures et visiblement c'était pas le cas. Donc on va avancer. Effectivement, on a la chance d'avoir, enfin la chance et la réussite quand même, d'avoir une base de données très très importante sur laquelle on a plein d'études qui sont en train de se développer. Puis on espère qu'on va avancer dans ce foutoir. Il n'y a pas d'autre mot dans ce foutoir que sont les microangiopathies thrombotiques, notamment celles qui nous concernent le plus, c'est-à-dire celles qui ont une atteinte rénale. Et vous savez que c'est la pagaille, mais c'est une difficulté qui n'est pas que pour les étudiants en médecine ou pour les internes. C'est une difficulté pour tout le monde, pas seulement nosologique, mais aussi de reconnaissance, d'évaluation diagnostique, de prise en charge thérapeutique avec des patients qui sont quand même souvent des patients graves, avec un taux de décès qui est au moins dans la base au moins à 10% et un taux de dialyse qui est de l'ordre de 30% quand même, donc ce qui n'est pas nul chez les patients qui sont assez jeunes. Donc on a plein de choses, plein de causes, plein de situations, et pour autant, nous, il faut qu'on avance. Donc les CADIGO de 2016, donc vous savez qu'il y a eu des CADIGO, vous savez pas, il y a eu une réunion CADIGO en avril ou en mai dernier à Rome, mais le papier n'est pas sorti. En tout cas, les CADIGO de 2016, les dernières qui concernent la maths, nous disent, en gros, voilà, vous regardez dans le sang, si le patient a une anémie, une augmentation des LDH, des plaquettes basses, une aptoglobine, alors vous pouvez considérer que probablement le patient a une anémie hémolytique avec une anémie mécanique, hémolyse mécanique, et s'il a une atteinte d'organe, bah, c'est quand même une situation grave de maths avec atteinte d'organe, c'est-à-dire de syndrome hémolytique et urémique. S'il n'a pas d'atteinte rénale très importante, ça peut être tout à fait un PTT et on va regarder l'Adams 13. Sinon, vous rentrez dans quelque chose de bien plus compliqué qui peut être une chigatoxine, steak HUS, qui peut être une maladie de la cobalamine. C'est rare, surtout chez les jeunes, mais ça peut arriver. Le pneumocoque, c'est surtout chez l'enfant. Une pathologie auto-immune, un SAPL, un lupus par exemple, une sclérodermie, des médicaments, une greffe de moelle, des infections diverses et variées, des cancers, des auto-anticorps, de la transplantation, de la grossesse, et puis des anomalies de la voie alterne du complément. Donc, ça, c'est ce qu'on nous raconte. Et donc, dès lors qu'on a anémie, LDH élevé, plaquettes basses, aptoglobine basse et schizo, on dit c'est une math. Et puis, plus récemment, l'année dernière, il y a un peu plus d'un an en fait, il y a un an et demi, Madame Nester a dit bon, on va essayer d'avoir une classification qui rende les choses plus simples et qui correspondent un peu à la réalité, c'est-à-dire au début, les patients arrivent, ils ont un tableau de maths défini comme on vient de le faire, et
ils sont peut-être, c'est peut-être une femme enceinte, c'est PTMA, c'est-à-dire pregnancy. Ça peut être une greffe de moelle osseuse, c'est TA-TMA. Ça peut être un patient transplanté d'organes, TX-TMA. HTN-TMA, c'est les gens qui ont une HTA extrêmement sévère ou maligne. DI-TMA, c'est une MAT induite par un médicament, cancer, vascularite, et ensuite liée à une infection qui peut être une infection de type Shiga-toxine, habituellement associée à un Escherichia coli, ou d'autres infections. Et puis, à mesure qu'on fait avancer notre évaluation diagnostique, on se retrouve avec des résultats qui arrivent et qui vont nous aider pour dire, ah, c'est peut-être une analyse, c'est une anomalie du complément, ou c'est peut-être la méthionine, ou c'est peut-être une maladie rénale, par exemple. OK. Mais en fait, je veux insister sur un certain nombre de points épidémiologiques, comme l'a dit Eric, parce que les choses sont en train de changer énormément. Premièrement, quand on regarde dans la plus grosse base de données dans ce domaine, qui est celle-ci, avec des gens dont on sait qu'ils ont une MAT parce qu'ils ont tous eu une biopsie rénale, bah, l'anémie, c'est pas tout le temps là, c'est le plus souvent là, mais pas tout le temps. Les LDH aussi, il peut en manquer. L'apto manque presque une fois sur deux. Pareil pour les plaquettes basses. Et la grande surprise, quoique ceux qui travaillent là-dedans, c'est les schizocytes. On dit les schizocytes, c'est vraiment le truc, si on a des schizocytes, on sait que c'est ça, sauf que c'est présent chez 20-25% des patients, ce qui fait quand même pas beaucoup. Et donc on se retrouve dans une situation où les paramètres habituels pour dire ce patient a une MAT et il faut aller plus loin sont en fait pas très fréquents. Donc on démarre mal. On démarre mal. Et donc on a essayé de regarder à partir de là les paramètres qui faisaient penser que ces paramètres, les paramètres autres que ceux qu'on vient de voir, donc on a regardé la créatinine, on a regardé le fibrinogen pour savoir s'ils nous aidaient pour avoir une meilleure sensibilité de ces paramètres, que sont l'anémie, les LDH, l'aptobasse, les plaquettes basses et les schizos. Et en fait, ce qu'on a fini par comprendre à la fin, c'est que si vous avez un patient qui n'a pas de syndrome inflammatoire majeur et une créate vraiment élevée, donc une atteinte rénale liée à la MAT très élevée, les paramètres hémato habituels sont pas si mauvais que ça. L'anémie est très très présente, les LDH sont le plus souvent là, l'apto c'est plutôt 70-75%, les schizos ça atteint médiocrement 50%, mais c'est pas 20%. Donc en revanche, si vous avez une inflammation caractérisée par un fibrinogène supérieur à 5, et en particulier si la fonction rénale n'est pas si dégradée que ça, c'est-à-dire que la créatine est inférieure à 300, on se retrouve dans une situation où les paramètres sont encore plus mauvais. Les LDH sont pas si souvent élevés, l'apto non plus, etc. Et donc cette sensibilité de ces paramètres qui est pas merveilleuse, en plus elle varie en fonction de l'inflammation existante et de l'atteinte rénale existante. Euh, la conséquence, évidemment, c'est que si on se base simplement sur un prélèvement sanguin pour dire les LDH sont élevés ou pas, les schizos sont là, etc. ou pas, on peut arriver à rater des diagnostics de maths. Alors, il y a des diagnostics qu'on va pas rater, par exemple le PTT, le purpura thrombopénique, thrombopathique thrombocytopénique, qui est associé à un Adams 13 qui est effondré. Celui-là, on va pas le louper parce que les plaquettes sont effectivement vraiment basses, l'anémie est présente, les autres paramètres, dans l'immense majorité des cas, sont présents. En revanche, regardez, la première colonne, c'est les causes de MAT. Donc, vous avez la chigatoxine, vous avez les infections autres, vous avez les MAT qui sont médiées par le complément, la grossesse, la transplantation d'organes solides, les anomalies du métabolisme, l'auto-immunité, etc. Et quand vous regardez, au bout là-bas, de l'autre côté, vous avez est-ce qu'on a les 5 paramètres qui sont absents, présents, etc. Et donc, quand on regarde, on va pouvoir louper le diagnostic dans 50 à 95% des patients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez certains, on n'a pas tous ces paramètres. Et que si on pense en termes de triade, par exemple, on parle de triade d'anémie hémolytique mécanique, euh, donc par exemple anémie, thrombopénie, LDH élevé,
cette triade-là est souvent absente, et donc on peut rater le diagnostic entre 40% des patients à 80% des patients. Donc évidemment, ça veut dire qu'il faut être extrêmement précautionneux. Et la première chose qu'il faut avoir en tête pour nos patients, comme je l'ai répété ce matin en visite, un patient qui arrive avec une insuffisance rénale, premièrement, il faut qu'il ait apto, il faut qu'il ait LDH, il faut qu'il ait recherche de schizo, même si on n'a pas de par ailleurs de contexte de maths, parce que peut-être il y a des petits paramètres comme ça qui bougent un peu, et surtout, il faut répéter les prélèvements. C'est pas parce qu'un prélèvement ne vous dit pas tout que ça y est, il y a rien, donc on s'arrête là. On s'arrête pas là, il faut refaire les prélèvements. Donc, Je peux te poser une question juste. vas-y. Est-ce qu'il n'y a pas un biais du fait que c'est que les patients biopsiés et qu'éventuellement on a biopsié les patients pour lesquels la suspicion de maths sur les éléments que tu as cités était présent et que donc on s'est dit que c'était pas la peine de biopsier. Tu vois ce que je veux dire? C'est est-ce que sur l'ensemble, Absolument, toutes les maths, absolument. même non bi, d'accord. Je suis absolument d'accord avec ta remarque. C'est une vraie limite et une limite majeure finalement de cette cohorte, ils ont tous une maths prouvée. Donc on est content parce qu'on est sûr du diagnostic, mais évidemment, il y a beaucoup de patients qu'on ne biopsie pas pour plein de raisons. La première, c'est que il y en a pas la nécessité. On est sûr de ce qui est en dessous. Donc on ne va pas biopsier pour le plaisir. La deuxième, c'est que parfois on ne peut pas, et même souvent on ne peut pas, à la phase aiguë, quand les plaquettes sont basses, l'anémie est présente, on prend des risques qui sont considérables, et je rappelle qu'il existe des scores de risque de saignement après une biopsie rénale, et même si la recommandation nationale n'a pas pris en compte l'existence de ce score de risque, il existe quand même, et parmi les scores, les éléments qui favorisent le saignement, il y a la MAT, il y a l'anémie, il y a la thrombopénie, l'insuffisance rénale aiguë, les maladies hémato. Donc il y a un certain nombre de points comme ça qui font qu'à la fin, quand on calcule un score de risque et qu'on se dit le type va ou la fille a 30% de risque de saigner, ça nous calme un peu quand même. Donc effectivement, si ça se trouve, ceux qui ne sont pas biopsiés ont une situation complètement différente. C'est très vrai. Et pour l'instant, on n'a pas la réponse complètement à cette remarque qui est parfaitement pertinente. Mais enfin, si on continue en se disant peut-être que c'est pas très différent, en tout cas chez ceux qui ont une matte euh, où il y a de la matte dans le rein, on en est sûr, ben, on a à peu près, à vue de nez, 40% des gens qui ont une matte dans le rein et qui n'ont pas une présentation biologique évidente de matte systémique. Alors, est-ce que c'est 40%, est-ce que c'est moins, est-ce que c'est plus? On n'en sait rien, d'autant que la masse systémique n'est pas définie comme telle dans la littérature. Donc, on ne le sait pas. Mais quand même, 40%, c'est pas rien, c'est pas 3%. Jean-Michel, est-ce que je peux juste te poser une question? Tu considères que la biopsie est le gold standard pour la microangiopathe thrombotique. Est-ce que c'est aussi clair que ça, les critères pour dire histologiquement c'est une matte et non pas une néphropathie vasculaire aiguë? Je me souviens des discussions qu'on avait eues il y a plusieurs années de ça, quand avec Gary, on essayait de placer le papier IGA mat dans Kidney, et les reviewers disaient, ce que vous appelez, vous, de la mat, c'est simplement la néphropathie vasculaire, de la néphrangiosclérose sévère, c'est pas nécessairement de la maths. C'est-à-dire, effectivement, le terme maths histologique, est-ce qu'il est universellement finalement reconnu par les pathologistes, ou finalement il y a aussi un petit flou autour de ça? Alors, c'est une très bonne remarque. En fait, Good Sheep en 2016 ou 2017, lors des conférences Cadigo, a sorti un certain nombre de paramètres histologiques pour dire finalement c'est ça la maths et c'est dans le rein et c'est défini comme tel. Ce qui est sûr, c'est que la maths biologique, ce n'est qu'un index de suspicion. La maths, c'est une atteinte histologique. Ce n'est pas une atteinte biologique. Tout ce qu'on a autour, anémie, thrombopénie, etc., ce ne sont que des conséquences probables ou possibles d'une lésion endothéliale qui peut être localisée ou qui peut être diffuse. Donc c'est de l'histologie la maths, premièrement. Deuxièmement, donc Gucci a sorti des paramètres où il montre bien ce qui est glomérulaire, ce qui est artériolaire, artériel, ce qui est aigu et ce qui est chronique. Mais là où tu as raison, et il y a un point qui est très intéressant et qu'on va finir par sortir à un moment ou à un autre, dans notre base, on s'est aperçu qu'il y avait des patients dont on nous disait qu'ils avaient une matte, mais dans le rein, il n'y en avait pas.
On a eu comme ça, sur 1000 et quelques patients, on a eu à peu près 75 patients pour lesquels l'ANAPAT disait, bon, en fait, il n'y a pas de maths. Et donc, le club francophone de pathologie rénale est allé étudier ces patients-là. Donc, ils ont pu relire collectivement les lames de ces patients et il en ressort la chose suivante. Pour ce qui concerne ces patients-là, un tiers en fait une maths. Simplement, euh, soit il s'agit de lésions artérielles type qu'on a dans l'HTA maligne avec des bulbes d'oignon et donc c'est reconnu comme finalement atteinte vasculaire, mais l'ANAPAT n'a pas considéré que le mot microangiopathie thrombotique convenait à cette description. Donc la MAT existe, mais elle n'a pas été décrite par l'ANAPAT, mais il a bien décrit les lésions. Et puis, tu as aussi des patients qui ont une masse glomérulaire qui n'a pas été écrite par l'ANAPAT parce que les lésions sont relativement assez tenues, mais qu'elles existent. Et donc, il y a un flou qui existe, mais pour l'ensemble, pour l'immense majorité des anapathes, quand même, ils sont capables de dire mat ou pas mat, et c'est pour certaines lésions vasculaires qui sont juste, par exemple, des bulbes d'oignon en artériolaire, au niveau de l'artériole afférente, où là, il y a des anapathes qui vont dire non, il n'y a pas de mat associé du tout, malgré la hyalinose, malgré tout ce qu'on veut. Donc, il y a un point qui n'est pas inintéressant. Mais en tout cas, là-dedans, il faut savoir que les maths artériolaires isolées avec des bulbes d'oignon, c'est une toute petite minorité, hein. Beaucoup ont de la masse glomérulaire, artériolaire ou glomérulaire aiguë ou chronique, mais et pas tant que ça d'artériolaire isolé. Donc, ça change pas grand-chose quand on regarde, quand on fait la différenciation artériolaire, glomérulaire ou mixte, ça fait pas une grosse différence. Et donc, quand on regarde les causes qui sont associées à cette présentation de kidney limited, même si le terme est très mauvais, en tout cas, il y en a dans le rein, il n'y a pas tellement de présentation hémato, on s'aperçoit que c'est vrai qu'on en trouve pour les patients qui ont une anomalie de la voie alterne du complément ou un SHU atypique au sens clinique du terme, qui ont des médicaments, qui ont des cancers, qui ont l'auto-immunité. Bref, toutes les causes sont représentées, pratiquement, sauf le PTT. Ou le PTT, non. Le PTT, on a forcément de la matte systémique, si je puis dire. Mais il y a quand même des causes qui sont plus fréquentes que d'autres de maths qui donnent plutôt de la maths dans le rein. Alors, il y a des choses qu'on connaît bien depuis longtemps. Les anti-VEGF, on sait très bien qu'il y a des gens qui, sous bevacizumab, par exemple, vont développer une insuffisance rénale, une protéinurie, vont élever leur pression artérielle, vont mettre une aiguille et de la maths dedans. Et pourtant, en périphérie, on n'avait pas tellement d'arguments. C'est vrai aussi pour les patients qui sont greffés de moelle, et puis c'est vrai aussi pour les maladies hémato-malignes, où on peut avoir ce genre de choses. En revanche, dans la chigatoxine, la sclérodermie, le Gemzar, les infections bactériennes, ou quand on a plusieurs causes en même temps, ce qui est quand même une fois sur deux le cas, quand même, ça donne comme beaucoup, le plus souvent des atteintes systémiques également. Mais enfin, ça pose un souci nosologique non nul. Alors, ça serait pas grave si on était les seuls à le dire, mais on n'est pas les seuls. La Mayo Clinic avec Butani en 2022 a dit la même chose, a écrit la même chose. Van Doorn et Timmermans pour la Renal Limburg Registry a observé aussi la même chose. C'est-à-dire que les schizocytes manquent, pardon, quand ils sont supérieurs à 1%. Hein. Quand on considère schizocytes, la barre à 1%. Ils sont absents 3 fois sur 4. La thrombopénie, elle est absente presque une fois sur deux. Les LDH, un peu moins. L'apto, pareil, comme les plaquettes. L'anémie, assez peu. Et donc, les triades, LDH, apto, thrombopénie, par exemple, ben, ça peut manquer chez beaucoup, beaucoup de patients. Donc, ce qu'on raconte dans notre base est retrouvé par d'autres auteurs qui n'ont pas la même méthodologie, puisque, par exemple, dans l'étude de Timmermans, il y avait des patients qui avaient une biopsie, il y avait d'autres patients qui n'avaient pas de biopsie rénale, mais qui avaient tous les paramètres pour penser qu'ils avaient une matte, et donc ils ont considéré qu'ils avaient une matte. Donc finalement, probablement que ça tient la route. Et donc à partir de là, euh, toute la question est de savoir déjà de quoi on parle. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire de kidney limited? Est-ce qu'on a raison de parler de ça? Ben, probablement pas. La plupart, il y a beaucoup de maths dont on sait d'un point de vue physiopathe et d'un point de vue aussi étude nécropsique que il y en a dans le rein,
mais il y a aussi des thrombies dans le cœur, dans le cerveau, dans le tube digestif, dans les poumons. Et donc, la plupart du temps, c'est une atteinte qui est relativement diffuse. Et donc, dire kidney limited, ça voudrait dire qu'on est sûr qu'il n'y en a que dans le rein. Or, on n'en est pas sûr du tout. Donc ça, c'est le premier point. Est-ce que c'est vraiment le bon terme? Je ne suis pas sûr. Le deuxième point, c'est pour dire que il y a une MAT qui est limitée au rein, il faudrait d'abord définir ce que ça veut dire une MAT systémique. Alors, on dit habituellement, c'est une anémie hémolytique mécanique avec thrombopénie. Alors déjà, si on met thrombopénie, je rappelle qu'on enlève presque 50% des patients, selon les cas. Et puis, quand on dit anémie hémolytique mécanique, c'est-à-dire MARA, comme disent les Anglais, mais c'est défini par quoi? Ben, en fait, c'est pas défini dans la littérature. Il y a différentes triades qui ont été proposées, et en fait, les gens disent, bon, ben voilà, il y a une anémie hémolytique, puis on trouve des schizocytes. Alors, vous pensez bien que si on attend les schizocytes, la thrombopénie et le reste, on va en louper énormément. Ensuite, le troisième point, et ce qui est peut-être le plus important, est-ce que c'est vraiment un phénotype stable, cette kidney limited? Est-ce que chez quelqu'un chez qui on trouve de la MAD dans le rein et pas d'atteinte systémique, pas d'atteinte hémato, est-ce que si on avait fait l'analyse un mois avant ou un mois après, on aurait eu la même chose? Est-ce qu'on aurait eu pas spécialement d'anémie, pas spécialement de schizocytes, etc. Alors, c'est pas clair. On n'a pas les données suffisamment claires. Et puis, on a quelques données cliniques que je vais vous montrer, indiquant, suggérant en tout cas, que même les maths liées à une anomalie du complément peuvent être sensibles à l'anti-C5, même quand c'est une math limitée au rein. Donc, on a quelques éléments que je vais vous décrire. Le plus récent, c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là, c'est celui d'après, mais c'est pas grave. On va commencer par celui-là. C'est Timmermans. Donc, c'est euh, le registre de Limbourg, registre rénal, où tous les gens qui ont une biopsie rénale sont dans leur base en Hollande. Et donc, quand on regarde, on a ici, sur 116 patients qui avaient une MAT, et qui ont été screenés pour une anomalie du complément, ils en ont trouvé 24 qui avaient une anomalie du complément. Parmi ces 24, 10, c'est-à-dire 40% d'entre eux, avaient effectivement une MAT qu'on peut considérer limitée au rein, ou autrement dit, qui n'avait pas toutes les anomalies hémato associées. Donc ça, c'est le premier point de ce papier. Le deuxième point de ce papier, c'est les figures que vous avez au milieu, c'est-à-dire les figures qui indiquent que si le patient avait une MAT médiée par le complément et qu'il a eu un traitement un anti-C5 en vert, eh ben, il répond comme les autres, alors que s'il n'a pas eu d'anti-C5, eh ben, sa réponse rénale est très faible, évidemment, et donc ça se passe mal. Donc, c'est des données qui sont parcellaires, on n'a pas des millions de patients, mais enfin, ça va dans le sens que il y a aussi d'autres patients, comme dans Matrix, qui ont des anomalies de la voie alterne du complément, pas d'anomalie systémique évidente, et quand on les traite par anti-C5 parce qu'ils ont une anomalie prouvée de la voie alterne du complément, ben, ils répondent. C'est quand même un élément important. Donc, est-ce que c'est stable? C'est ça, c'est là où je voulais en venir. Ça date de pas longtemps, ça date de quelques semaines. C'est juste un case report, mais je trouve que c'est vraiment utile. Donc, c'est un patient qui est un homme de 55 ans, qui a une créatinine élevée depuis assez longtemps, depuis 2-3 ans, avec une hématurie micro intermittente. Des fois, on la trouve, des fois, on la trouve pas, et qui va finalement être biopsié à un moment, et on trouve de la mésangiolyse, et on trouve des doubles contours, et on trouve là où c'est inhabituel dans une mat, quand même du C3 en immunofluorescence, ce qui veut dire que probablement il a une gène à C3. Toi, c'est comme ça qu'il le présente dans la discussion, et avec des débris euh, de globules rouges tel qu'il le décrivent dans la biopsie. Et donc, quand on regarde, le truc intéressant, c'est la figure. Regardez la figure. Vous avez, au cours du temps, 2017 jusqu'à 2025, les plaquettes. Et donc, au départ, ils sont à 300 000, ils descendent à 250, ils sont habituellement entre 250 et 280. Une fois, ils descendent à 230, pas 150, hein, 230, après ils remontent, mais c'est tout. Autrement dit,
on n'a pas de thrombopénie du tout au cours du temps. Et pourtant, ce patient a été évalué plusieurs années. Premièrement. Deuxièmement, les LDH. Donc là, c'est le tableau. Vous avez 2020, 2024, 2025, deux au cours de l'année 2025. LDH normaux. Apto, normaux. Plusieurs fois, 4 fois mesurés, normaux. Euh, Est-ce qu'on a une schizocytose? Plusieurs fois, on n'a rien, ou en tout cas, c'est pas noté. Et ensuite, slide, ça veut dire moins de 1% dans leur manière de voir, d'exprimer les choses. Donc, chez ce patient, en tout cas, on a une MAT dans le rein, avec clairement des atteintes glomérulaires de MAT, mais aussi probablement une GNAC3, attention, et le phénotype kidney limited, bah, il est stable. Ça, c'est l'hémoglobine au cours du temps et la créatinine. Donc, vous avez en abscisse, vous avez le temps, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024, et vous voyez la créatinine, pardon, l'hémoglobine, qui est à 15 grammes par décilitre. Avec le temps, ça diminue un petit peu, mais enfin, rien de dramatique pendant des années. Et puis, vous avez la créatinine, qui dès le départ, en 2019, est à 1,7 ce qui correspond à peu près à 150 micromoles par litre. Et donc, vous voyez, ça baisse un peu, ça remonte un peu. Et donc, ce patient a une altération de la fonction rénale depuis plusieurs années. Donc, on a mis longtemps avant de mettre une aiguille. Et peut-être qu'il aurait, dans certains centres, il n'aurait pas eu d'aiguille du tout, hein. Et quand on regarde enfin sur le plan strictement génétique ce qu'on trouve, on se retrouve avec un variant pathogène de C3, on se retrouve avec une anomalie du CD46, une hétérozygosité du CFH, donc finalement une anomalie de la voie alterne du complément, génétiquement déterminée, qui entraîne chez ce patient une altération de la fonction rénale au long cours, une hématurie micro intermittente, et à la biopsie, non seulement il y a de la mat, mais compte tenu du contexte et avec ce qu'on voit ici, ça ressemble aussi à une GNAC3. Quoi qu'il en soit, ce patient a été mis sous eculizumab. Après 3 mois, la créate a baissé donc à 1,3, donc à peu près 115 micromoles par litre. Et donc, ensuite, il a été switché sous ravulizumab assez banalement. Donc, c'est quand même pas inintéressant de savoir que chez un certain nombre de patients, ce phénotype de kidney limited est un phénotype qui est probablement stable. Est-ce que c'est vrai chez tout le monde? Je suis pas sûr du tout. En tout cas, j'ai pas les données pour l'affirmer, mais j'en suis pas sûr du tout. Euh, donc, notre vue classique de ce que c'est un syndrome hémolytique urémique, bah, c'est une MAT, donc anémie, thrombopénie, LDH élevé, aptoba, schizocyte, et puis altération de la fonction rénale. Donc et donc à partir de là, on fait le plasmic score, le French score, la génétique, le complément, tout ce que vous voulez pour savoir ce qu'a le patient. Et voilà, ça s'appelle comme ça. Sauf que c'est pas vrai. C'est pas vrai. On est probablement dans une situation où, chez 60% des patients, et peut-être plus ou peut-être moins, je ne sais pas, mais enfin c'est l'ordre de grandeur, on a à la fois effectivement une atteinte hématologique et une atteinte rénale. Et donc chez ces patients-là, on va pas les louper, voilà. Mais chez d'autres patients, si on va pas jusqu'à la biopsie, eh ben on ne le saura jamais. Et donc, chez un certain nombre de patients, ça pose un souci qui est réel. Et donc, je terminerai avec ça, mais après, je suis prêt à en discuter parce que il y a vraiment énormément de choses sur lesquelles on travaille actuellement. Le fait de ne pas avoir de thrombopénie, le fait de ne pas être sûr d'avoir une anémie hémolytique mécanique n'exclut absolument pas le diagnostic ni de MAT, ni de syndrome hémolytique et urémique. Donc ça veut dire que quand un patient vient avec une atteinte rénale, il faut savoir pourquoi il a une atteinte rénale. Il faut répéter les prélèvements sanguins pour nous assurer qu'il a une masse biologique ou pas. Et puis chez un certain nombre de patients qui ont une altération de la fonction rénale, dont on n'est pas sûr de connaître la cause, eh bien, pour l'instant et encore aujourd'hui, la biopsie rénale a sa place, même quand on l'a vu chez ce patient qui avait une atteinte chronique qui n'était pas très grave, mais enfin, ça nous embêtait un peu, enfin, ça embêtait les gens à la Mayo Clinique, et finalement, il a eu la biopsie rénale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, euh, depuis qu'on a publié ce papier, il doit y avoir 10 papiers qui sont sortis ou 12 papiers qui sont sortis, reprenant la formulation Kidney Limited TMA, donc MAT limité au rein. Je suis pas sûr que ça soit un très bon mot, je pense que même c'est un bon qui est pas bon. En revanche, on n'a surtout pas de définition
de ce que ça veut dire exactement, puisqu'on n'a pas de définition claire de ce que ça veut dire maths systémique. Et donc, on doit travailler sur ce sujet pour essayer de standardiser nos définitions pour que tout le monde parle le même langage et que le jour où on fait des essais thérapeutiques, on se retrouve pas avec une incapacité complète de faire les choses comme il faut. Mais en tout cas, il y a des causes qui sont plus associées à une présentation dite rénale limitée que d'autres. Ça, on l'a démontré. Et enfin, et c'est probablement l'élément le plus important, il y a certainement des patients qui ont une MAT qui est due à une anomalie de la voie alterne du complément et qui répondent au bloqueur du C5. En tout cas, si on en croit les papiers que je vous ai montrés. Voilà. Ensuite, je suis tout à fait disposé à discuter de toutes les études qu'on fait actuellement parce qu'on a on a au moins 15 études ancillaires actuellement qui évaluent plein de choses et dont certaines sont en train d'être rédigées et soumises. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire à ce stade, mais je suis prêt à discuter avec vous. Merci. Merci, merci. Non, mais c'est passionnant. On va pas parler peut-être, enfin, si vous avez des questions sur les études qui sont en cours, à venir, actuelles, etc. Et puis, alors, Sophie est en vacances, Sophie Chauvet, Ah, elle alors, n'est pas il là, faut. mais elle pourra le regarder sur la chaîne, mais ça c'est autre chose. Est-ce que vous avez des questions? Michel, moi j'avais une question, en fait, juste philosophique, comme tu le dis bien, effectivement. Pour l'instant, notre gold standard, c'est l'histologie. Et réellement, nous, pour avoir eu, en fait, pour avoir travaillé avec Dominique Neuchy, puis avec l'équipe de Necker, on voit bien que chaque pathologiste a un seuil différent pour parler de maths. Nous, à un moment, Dominique Neuchy, Pas qu'un seuil, mais aussi une formulation. une formulation. Et donc, je me posais la question, est-ce qu'on peut imaginer le développement un jour d'un marqueur, soit un marqueur histologique, soit un marqueur circulant qui témoignerait de la souffrance endothéliale? Parce que finalement, ce qu'on a en commun toutes ces pathologies, c'est la souffrance endothéliale. Est-ce qu'on peut imaginer, tu dois un jour avoir un marqueur, je sais pas, une microparticule ou je ne sais quel autre biomarqueur circulant ou un biomarqueur histologique, un marquage qui pourrait nous dire, oui, là, réellement, c'est une souffrance endothéliale et finalement, aller un peu plus loin que cette définition de la maths qui date d'il y a 50 ans et qui finalement aujourd'hui est probablement, comme tu le montres, caduque en fait, hein, la maths biologique telle qu'on l'a décrit il y a 50 ans. Je suis bien d'accord avec toi. Alors, il y a plusieurs éléments de réponse à ce stade. Le premier élément, c'est que les greffeurs, euh, eux, ont mis en place déjà une sorte de banf pour la maths, pour les greffés. En tout cas, pour les greffés de moelle, ça c'est sûr. Ça a été sorti. Mais actuellement, on n'a pas de consensus, pour revenir aussi à la question que tu as posée tout à l'heure, sur les paramètres histologiques pour dire c'est de la maths, c'est pas de la maths. Et donc, on espère beaucoup que le club francophone de pathologie rénale, dans le cadre de leur travail sur les maths dites ISNONEG, c'est comme ça on a appelé ça, vont nous permettre de mettre en place une sorte de truc standard, de relecture standard. Mais pour avoir relu pas mal de rapports de biopsie rénale ces dernières années, de tous les centres de Matrix. Je les ai pas tous relus, mais j'en ai vu beaucoup. En fait, ce qui se passe, c'est que dès lors qu'on commence à lire le rapport, on est capable de dire en gros où le patient a été biopsié. Ce qui est quand même fou, quoi. Ouais, On ouais, ne bien devrait sûr. jamais être dans cette situation-là. Mais là, au bout de 3 lignes, quand on lit le rapport, on dit, ah, ben ça, c'est Strasbourg. Tiens, là, c'est Rouen. Et donc, c'est pas normal. Ça veut dire que la manière d'exprimer les choses prend le pas Ouais, sur l'ithémisation des anomalies. Donc ça, c'est le premier point et qui nous emmerde à tous. Alors, je dirais pas que c'est pas de la poésie, mais quand même, il y a une formulation spécifique, et donc, il faudrait qu'on arrive à plus standardiser. Alors, peut-être que l'IA nous aidera, et la lecture automatisée, etc., comme ça a été fait pour la Fiat et pour d'autres éléments, on y arrivera un jour ou l'autre. Mais de manière plus importante, c'est que on est quand même obligé, en 2026, de faire des biopsies rénales à des gens et on n'a pas de biomarqueurs. Alors, comme biomarqueur, on a quoi? On a des biomarqueurs. Alors, évidemment, si c'est limité au rein, on se doute que les biomarqueurs systémiques seront peut-être pas très bons.
mais on a le secret espoir de mettre en évidence. Alors peut-être que ça sera les vésicules, ou peut-être que ça sera VK-MICAM, ou que ça sera peut-être les marqueurs d'activation purinergique, ou que ça sera du C5B9, etc. Mais en tout cas, à ce stade, on n'a pas de marqueur, ni d'activation endothéliale spécifique, ni même dans le rein, où on n'est pas capable de dire devant une mat dans le rein si c'est complément médié ou pas complément médié. Bien sûr, c'est sûr que si on a du marquage C5B9, on dit bah ouais, c'est quand même intéressant, mais ça suffit pas. Et dans le sang, on peut avoir un C5B9 élevé et ça suffit pas. Et donc il y a comment s'appelle-t-elle, Mowgli Le Quintrec, qui a fait une étude qui s'appelle Totem. Elle devrait avoir les résultats, ou si elle les a pas là, elle les aura rapidement, puisque son étude est terminée, où elle a pris plein de causes de maths et elle a essayé de voir si le C5B9 soluble pouvait nous aider. Je crois qu'on n'avait pas besoin de biopsie nécessairement dans cette étude, donc ça va peut-être nous répondre en partie. Mais quand même, on a cette frustration de se dire, on est quand même con, quoi. On est quand même très con d'être infoutu d'avoir un biomarqueur intéressant pour nous dire ce type-là, c'est certainement pas une matte, ou c'est peut-être une matte, comme on a maintenant avec les chimiokines urinaires, par exemple, en greffe rénale, ou en tout cas à Tours, et je pense dans plein de centres, où il y a d'autres paramètres qu'on utilise pour exclure a priori le rejet cellulaire. On dit bon, on va pas faire la biopsie de M3 parce que les chimiokines machin 9 et 10, ils ont pas bougé, on fait rien. Et donc on est vraiment dans cette situation-là. Donc j'espère qu'on va avancer, mais on en est pour l'instant loin. Alors, puisque tu parlais on reste con, je vais même aller encore un peu plus loin parce que c'est la question que j'allais te poser. En tant que vieux con, donc il y a très longtemps, donc quand j'étais interne en 1988 chez Straher, donc l'ancêtre de Rondeau, et avec Ardayou, en fait, ce qu'on faisait systématiquement, c'est dans les urines la recherche de PDF urinaire, qu'il y avait une masse, c'est-à-dire des produits de dégradation de la fibrine dans les urines. Et on faisait pas vraiment le diagnostic là-dessus, mais en fait, on suivait la réponse au traitement, et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de traitement, sur ces paramètres urinaires. Et c'est là où je voulais en venir, pardon. Et comme tu l'as introduit aussi avec je ne sais pas du tout si ça sert à quelque chose, je ne sais même pas si quelqu'un sait encore le doser, mais dans une forme limitée au rein, c'est ça que je pensais aussi au chémokin urinaire, plus que le free justement, est-ce qu'il n'est pas logique de se dire que ça vaudrait la peine d'essayer de trouver des biomarqueurs plutôt urinaires, le produit de dégradation de la fibrine, c'est pas con, parce qu'après tout, tu as des caillots de fibrine dans une made, donc tu peux te dire que tu les retrouves dans les urines. Est-ce que tu as lu des trucs sur des biomarqueurs urinaires plus spécifiques du côté purement enfin, pas nécrofibrinoïdes, je sais pas comment dire, mais caillots intrarénaux? Alors, à ma connaissance, il n'y en a pas. Euh, Peut-être que je retrouve en, du papier en d'Ardenne. revanche, nous, on a mis en place une biobanque pour tous les patients qui ont une MAT à Tours. Donc, dès lors qu'il y a une MAT, le patient est prélevé au niveau sang et urine, et bientôt larmes, si ça se passe bien. Euh, et donc, on va pouvoir évaluer un certain nombre de marqueurs, soit dans le cadre d'un projet financé, soit en dehors, mais enfin, on va le faire. Et Ouais. là, on a les urines et on a le sang, pour tous les Sang, patients qui ont une MAT. sang et urine, j'ai bien compris. Et l'âme, tu veux dire une biobanque de Alors, biopsie? non, on a du sang, on a le sang, on a les urines, on va avoir les larmes, pour faire de la Ah, métabolomique dans les larmes. ah Parce que ouais. les larmes, c'est un liquide biologique. Et donc, l'idée, c'est de se dire, parmi les pathologies qui donnent Non, des j'avais pas maths, compris, hein. J'avoue que je ne connaissais pas ça. Pardon, pardon, vas-y. Pardon et de la donc, l'idée, c'est de se dire, mais il y a des pathologies auto-immunes qui sont associées à de la math. Et donc, certains peuvent avoir un syndrome sec. Donc, ça serait bien quand même de recueillir des larmes pour savoir s'ils ont un syndrome sec. Voilà. bactériologie. Et puis, tant qu'on est là, autant faire de la métabo. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Ça, c'est pas, on n'aura pas le prix Nobel avec ça, mais enfin, c'est toujours intéressant de se poser des questions et d'y répondre. Donc, on n'a pas de,
on a pour l'instant pas de marquage sur les lames, mais en fonction des études ancillaires qui sont faites dans Matrix, donc il y en a plein actuellement, un certain nombre d'entre elles vont nécessiter des marquages sur les lames. Et donc dans le cadre de projets qui sont plus financés, on va pouvoir y arriver. Mais là, on est surtout, là actuellement, on travaille sur les gammapathies monoclonales où on a, je sais pas, 120 patients avec une gammapathie monoclonale et une MAT. On a des choses amusantes qui sortent. On a l'IGA, on a plein de trucs. Donc, on va avancer. Mais sur l'histoire des biomarqueurs, oui, on est très con. On est très, très con. Non, Ouais, on pas pareil. travaille. On travaille. Voilà. On est con, mais on travaille. Bon, tout va bien. Ok, d'autres questions? Ou Margot, si tu es encore là? Non, j'ai pas de questions, mais c'est passionnant. Ouais, Bah, ça nous amuse beaucoup. ouais, bah, nous aussi. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on biopsie assez largement, nous, dès qu'on a un doute. Après, je pense à une dernière patiente qu'on a eue, pour laquelle on a attendu longtemps lors de la biopsie. C'était avec de l'Avastin, enfin bon, bref. Et puis finalement, on l'a biopsié, on a eu la démonstration que c'était bien une mat. Bon, après, elle a fait les matures. C'est une autre question. Ok, Mais bah, merci. avant que tu me coupes la parole, et définitivement, si je puis dire, je voudrais juste ajouter le fait que ce qui se passe dans nos CHU ne correspond pas nécessairement à ce qui se passe partout dans les services de néphrologie. Et donc, je suis pas sûr que les gens aillent à la biopsie quand ils ne savent pas quelle est la nature de l'atteinte rénale. Et donc, je reste persuadé qu'il y a des gens qui se baladent avec des créates un peu anormales, des anomalies, qui sont pas biopsiés parce qu'on se dit ouais ça doit être du vasculaire ou je sais pas quoi, si tant est qu'on sache ce que ça veut dire le vasculaire, mais enfin bref, et qui sont pas biopsiés. Donc je pense qu'il faut quand même se donner la peine, surtout chez les patients jeunes qui peut-être un jour seront greffés, de savoir ce qu'ils ont. Voilà. Je pense que tu peux rajouter ça dans tes take-home messages. Ouais, ouais, tu as raison. Non, c'est toi qui as raison. Ok, merci encore, et puis bah, à bientôt, et bel été alors. Merci beaucoup, porte-toi bien Eric. Et Et Alexandre et Margot. on te réinvitera pour d'autres résultats de Matrix l'année prochaine. Tu vas avoir une carte d'abonnement. Avec plaisir et j'espère dans ces cas-là que je viendrai, que je serai en présentiel. Voilà. Avec plaisir. Salut, salut. À bientôt. Au revoir. Au revoir.